بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Donc on continue Inch'Allah notre série de cours sur la jurisprudence du mariage en islam, de la compagnie entre les époux de Cheikh Salman al-Ruhaili hafidhahullah. Donc on s'est arrêté au contrat du mariage. Comment le mariage se valide pour qu'il soit validé. Donc le mariage, le Cheikh il dit, le mariage a des piliers et des conditions. Le mariage pour qu'il soit valide, il a des piliers et des conditions. Donc déjà, il dit quelle est la différence entre le pilier, quelle est la différence dans la jurisprudence entre le pilier et la condition. Donc le pilier est que la chose ne peut être valide qu'avec sa présence. Et ce pilier-là fait partie de l'essence de cette chose. Elle est à l'intérieur de cette chose. Par exemple, la prière. Elle a des piliers, des conditions. Donc parmi ces piliers, par exemple la prosternation. La prosternation, c'est un pilier. Comme on a dit, le pilier c'est quoi? C'est que la chose ne peut être valide qu'avec sa présence. Donc la prosternation, la prière ne peut être valide qu'avec la présence de la prosternation. Et fait partie de son essence, elle est à l'intérieur de cette adoration-là. Donc la prosternation ici, la prière ne peut pas être valide sans elle, et la prosternation en elle-même fait partie de la prière, elle est à l'intérieur de la prière. Ça c'est ça le pilier. Et que la chose ne peut être valide qu'avec sa présence et fait partie de son essence. Tandis que la condition, c'est quoi la condition dans la jurisprudence? C'est que la chose ne peut être valide aussi qu'avec sa présence. Mais le contraire avec le pilier, c'est quoi? C'est qu'elle ne fait pas partie de l'essence de cette chose-là. Elle n'est pas à l'intérieur. Par exemple, la prière, parmi les conditions de la prière, la purification. Donc la prière n'est pas valide tant qu'il n'y a pas de purification. Donc la prière est valide justement. Donc si on est purifié, la prière est valide. Elle se valide par la purification. Mais la purification ne fait pas partie, n'est pas à l'intérieur de la prière. Ne fait pas partie de son essence. C'est ça la différence entre le pilier et la condition. C'est que le pilier fait partie de l'essence de l'adoration et la condition ne fait pas partie de l'essence de l'adoration, mais extérieure. Et tous les deux, l'adoration ne peut être valide que par la présence de ces deux choses-là. Donc c'est pareil dans le mariage. Donc parmi les piliers du mariage, parmi les piliers du contrat du mariage, pour qu'il soit valide, il y a deux piliers. Le premier, c'est l'époux et l'épouse. Et le deuxième pilier, c'est la demande et l'acceptation. Donc parmi les piliers de l'acte, ou bien du contrat du mariage, on a dit le premier, c'est quoi? C'est l'époux et l'épouse. Donc il n'y a pas de mariage sans ces deux-là. C'est pas possible qu'il y ait un mariage sans époux et épouse. C'est pas possible. Donc il faut obligatoirement un époux et une épouse. Et aussi qu'il soit précisé. Le cheikh dit faut bien qu'il soit précisé dans le contrat de mariage, clairement, dans l'assise du contrat. C'est-à-dire qu'il n'est pas autorisé de ne pas les préciser, c'est-à-dire l'époux et l'épouse. Il n'est pas permis de dire, par exemple, le tuteur de la femme, il dit, je te, je te marie ma fille. Et lui, il a plusieurs filles. Il a plusieurs filles, et il dit quoi dans l'assise? Au prétendant, il lui dit, je te marie ma fille, sachant qu'il a plusieurs filles. Là, il n'a pas précisé laquelle. Donc ici, le mariage est invalide. Il est obligatoire. À partir du moment où il a plusieurs filles, il doit la préciser. Pareil pour le prétendant. Parce que le prétendant, s'il ne vient pas à l'assise, par exemple, il est occupé ou bien il a une excuse ou bien il ne peut pas venir, il peut donner une procuration. Quelqu'un se porte garant à sa place, comme son père par exemple, etc. Il vient à la place du mari. Donc ici, là,
Le garant, il doit obligatoirement préciser l'époux concerné, s'il a plusieurs enfants, s'il a plusieurs garçons. Donc le tuteur aussi, pareil, comme on a dit, doit préciser la fille s'il a plusieurs filles, soit en la montrant du doigt, il lui dit par exemple, le tuteur dit au prétendant, il dit je te marie ma fille un tel, en la montrant comme ça. Sans la nommer, mais il la montre du doigt, par exemple. Ça, c'est précisé, c'est bon. Ou bien il la nomme, il dit par exemple je te marie ma fille à Aïcha. Ici aussi, elle est précisée, pourquoi? Parce qu'il l'a nommée. Mais s'il a qu'une fille, donc ici, la précision n'est pas obligatoire, parce qu'il a qu'une fille. Il dit par exemple je te marie ma fille. Et il a une fille, donc forcément ici elle est précisée, parce qu'elle a qu'une fille. Donc même s'il la nomme pas, ou bien il la montre pas, elle est précisée. Pourquoi? Parce qu'elle a une fille, et pas plusieurs filles. Et le deuxième pilier est la demande et l'acceptation. Ça c'est le deuxième pilier. Donc la demande provient du tuteur de la femme. Le fait qu'ils disent par exemple je te marie ma fille, ça c'est ça la demande. Ça provient du tuteur de la femme. Et l'acceptation provient du prétendant, de l'époux. Donc il dit j'accepte. Ça c'est l'acceptation. Donc la demande et l'acceptation sont tous les deux un seul pilier. Donc s'il y a la demande, il n'y a pas l'acceptation, le mariage n'est pas valide ici. Pourquoi? Parce que on a dit la demande et l'acceptation font un pilier. Donc s'il y a la demande et pas l'acceptation, le pilier n'est pas complet. Donc le mariage n'est pas valide. Par exemple, il dit le tuteur, il dit quoi? Il dit par exemple je te marie ma fille à Aïcha. Il dit ça au prétendant. Le prétendant se tait, il dit pas j'accepte. Ici le mariage n'est pas valide. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu l'acceptation. On a dit la demande et l'acceptation, tous ces deux-là font un pilier. Donc s'il n'y a pas l'acceptation, par exemple le prétendant se tait, ne dit pas j'accepte, le pilier est incomplet, donc le mariage est invalide. Donc une autre question par rapport à ce sujet-là, à ce pilier, quel est le jugement? Le cheikh il dit, Cheikh Suleiman il dit, quel est le jugement si l'acceptation devance la demande? Donc c'est pas pourquoi? Parce que la base, c'est que c'est la demande qui précède l'acceptation. Le tuteur il dit je te marie ma fille un tel. Et le prétendant il répond j'accepte. Donc c'est ça la base, c'est que la demande elle précède l'acceptation. Mais c'est quoi le jugement si l'acceptation précède ou bien devance la demande? Par exemple le mari il dit euh, non. Par exemple si le mari il dit au tuteur je me marie avec ta fille. Puis le tuteur répond je te la marie. Ici l'acceptation a devancé la demande. C'est le mari qui commence là. Il dit quoi? Je me marie avec ta fille en assise. Puis le tuteur il répond je te la marie. Donc ça chez les Hanbalites et les Shafi'ites, ici le mariage n'est pas valide. Il faut obligatoirement que la demande précède l'acceptation. Donc ici le mari doit redire j'accepte pour que le contrat soit valide. En plus il dit le mari là, le prétendant il dit je me marie avec ta fille. Le tuteur de la femme il dit quoi? Je te la marie. Donc ici c'est pas accepté chez eux. Donc il est obligé de redire. Là, ici, le prétendant, j'accepte. Parce que là, le tuteur, il a dit, je te la marie. Il a répondu. Donc ici, pour que ce soit validé, il faut que le prétendant redit j'accepte. Il dit j'accepte. Pour que l'ordre soit bien présent. La demande, puis l'acceptation. Pourquoi il dit ça? Qu'il faut obligatoirement que que la demande précède l'acceptation. Car ils disent que l'acceptation est une réponse. C'est la réponse de la demande. Donc à partir du moment que la réponse, qui est l'acceptation, précède la demande, alors ceci n'est pas une acceptation en vérité. C'est pas une véritable acceptation. Parce que l'acceptation, c'est une réponse. Comment ça, la réponse, elle précède la demande? Donc c'est pas valide. Mais chez la majorité des savants, la plupart des savants, si l'acceptation précède la demande, le mariage est valide.
Pourquoi? Car ce qui est demandé, c'est l'obtention de la demande et de l'acceptation. Et ceci a été dit dans l'assise. Donc ce qui est demandé, eux, ils disent, la plupart des savants, ils disent le contraire. Ils disent, à partir du moment où il y a l'acceptation, ce qui est demandé dans l'assise, c'est quoi? C'est la demande et l'acceptation. Donc à partir du moment où ces choses-là ont été obtenues dans l'assise, peu importe l'ordre, c'est ça qui est demandé. Donc peu importe l'ordre, le contrat est valide. Le mariage est validé. Cheikh Suleiman, il dit après, il ramène un autre point en rapport avec ce pilier-là, qui est la demande et l'acceptation. Est-ce une condition que la demande et l'acceptation soient formulées par des termes clairs qui signifient le mariage? Est-ce que c'est obligatoire de formuler lors de la demande euh, une formule claire qui signifie le mariage? Par exemple, il dit je te marie ma fille. Il utilise le mot mari, marié là ici. Je te marie ma fille. Est-ce que c'est obligatoire de dire ça? De dire ce terme-là, marié? Ou bien on peut dire autre chose qui signifie cela, même si on ne dit pas marié. On peut dire je te donne ma fille, je te l'offre. Est-ce que ça c'est valable ou pas? Il faut obligatoirement dire je te la marie, je te la fais épouser. Donc ici les savants ont divergé sur cela. Et cette divergence est basée sur une règle de jurisprudence, une règle générale de jurisprudence qui dit est-ce que dans les contrats, c'est-à-dire que ce soit contrat de mariage, contrat de vente, contrat de location, n'importe quel contrat dans la législation, est-ce que les contrats, ce qui est considéré, sont les termes et les formules spécifiques ou bien c'est les intentions? Peu importe la formule utilisée, ce qui compte c'est l'intention de la personne. Ou bien est-ce que ce qui compte dans la validité des contrats, dans la législation, ce qui compte, est-ce que c'est la formule? Il faut dire une formule spécifique ou bien peu importe la formule, si l'intention elle est là. Donc ici ils ont divergé par rapport à cette règle. C'est-à-dire que est-ce que le contrat, n'importe que ce soit contrat de vente, de location, de mariage, est-ce que le contrat se valide par des termes spécifiques? Donc si on utilise d'autres termes, même si l'intention est là, le contrat n'est pas valide, ou bien le contrat se valide par toute formule par laquelle on peut comprendre le sens voulu. Par exemple, quelqu'un il dit, il veut vendre un livre. Il dit il dit à quelqu'un, je te donne mon livre pour 10 euros. Donc ici, le terme utilisé est la donation. Il dit je te donne mon livre pour 10 euros. Il n'a pas dit je te vends mon livre pour 10 euros. Donc ici, le terme utilisé, c'est la donation. Puis il a annexé à cela, puis il a annexé à cela ce qui lui donne un autre sens en disant pour 10 euros. Donc là, il a utilisé le terme, la formule donner pour le vendre, ce livre. Il a dit je te donne 10 euros, puis après je te donne mon livre. Et après, à la fin, il a annexé quelque chose qui lui donne un autre sens. Il a dit pour 10 euros. Donc ici, là, ça change la donne. Donc ceux qui disent que dans les contrats, ce qui est considéré, ce sont les termes et les formules, ils disent que ce contrat de vente est invalide et nul. Pourquoi? Car il a utilisé le terme donner. Et la transaction ici n'est pas une donation, mais plutôt une vente. Donc il n'a pas à dire je te donne mon livre pour 10 euros. Même si l'intention elle est là. Ici ils disent dans les contrats, ce qui compte, c'est les termes et les formules. On ne regarde pas l'intention. Donc ici il a dit je te donne. Il voulait vendre, mais il a dit je te donne pour 10 euros. Donc ici, le contrat est invalide. Par contre, les autres savants qui disent que ce qui compte dans les contrats, c'est l'intention et non les termes et les formules, ils disent cette vente est valide. Ce contrat de vente est valide. Pourquoi? Parce que même s'il a dit je te donne mon livre pour 10 euros, il avait l'intention, pour lui, son intention c'est de vendre.
C'est pas donner, c'est de vendre. Donc ici, le contrat est valide. Donc Cheikh Suleiman, il dit, par rapport à cette règle-là, il dit l'avis le plus fort dans cette règle est que ce qui compte dans les contrats, c'est l'intention. Peu importe le terme utilisé ou la formule utilisée, à partir du moment où l'intention elle est là, c'est ça qui compte. Et cela est l'avis des Malikites et des Hanafites. Donc ici, on dit, par rapport au mariage, le contrat de mariage se valide par quelconque terme utilisé si celui-ci a le sens du mariage. C'est-à-dire qu'il n'est pas une condition de dire lors du contrat de mariage, je te la marie. Il n'est pas une condition au tuteur de la femme de dire au prétendant, je te la marie. Utiliser le terme marié, comme dans la vente, on a vu tout à l'heure, dans le contrat de vente. Il n'est pas obligé de dire, je te vends mon livre pour 10 euros. Il peut dire, je te donne mon livre pour 10 euros. À partir du moment où il a l'intention de vendre. Donc là, c'est pareil. Il n'est pas obligé de dire, je te marie ma fille. Un tel. Mais il peut dire aussi autre chose. Par exemple, il dit autre chose qui va dans ce sens-là. Quand par exemple, il dit, je te la donne. Par exemple, je te donne ma fille. Lui, il a l'intention dans cela de, je te marie ma fille, c'est-à-dire. Et ceux qui disent, comme on a dit tout à l'heure, comme les Hanbalites et les Shafi'ites, ce qui est considéré, ce sont les termes et rien d'autre, ce sont les formules et rien d'autre, et non les intentions. Ils disent qu'il faut obligatoirement utiliser le terme et la formule marié, le mariage, dans la demande. Il dit par exemple, je te marie ma fille. Il dit comme ça, mari ou bien époux. Je te la fais épouser ou bien je te la marie. Et les autres termes ne sont pas valides. Donc le mariage est invalide. Cheikh Suleiman Rahili, il dit, l'avis le plus fort, et Allah est plus savant, et qu'il est obligatoire que le contrat de mariage soit avec des termes, des formules avec lesquelles il y a le sens du mariage. Qu'on comprenne le sens du mariage. Même si on ne dit pas je te la marie, le tuteur ne dit pas au prétendant je te la marie, je te la fais épouser. Même s'il n'utilise pas ça. Mais il est obligatoire d'utiliser une formule qui va dans ce sens-là et qui n'est pas ambiguë. Pourquoi? Car le mariage rend halal les sexes. Donc là, il faut utiliser un terme qui ne porte pas ambiguïté. Une formule qui ne porte pas ambiguïté lors du contrat de mariage. Pourquoi? Car le mariage, comme on a dit, le Cheikh Salman dit, le mariage rend halal les sexes. Et il dit, en observant la législation islamique, on a vu que la législation prend ses précautions vis-à-vis des affaires qui sont en relation avec les honneurs et les sexes, plus que les autres affaires. Donc on doit prendre ses précautions dans ces affaires-là, dans le mariage, et dans ce qui est en rapport avec les sexes. Exemple, la peine de fornication, elle ne s'applique pas à celui qui l'a fait, tant que ne témoignent pas 4 témoins à cela, et qu'ils étaient présents pendant l'acte, et qu'ils ont vu de leurs propres yeux. Il faut 4 témoins pour appliquer la sentence sur la personne qui a forniqué. 4 témoins. Tandis que, par exemple, les autres peines, tandis que, par exemple, les autres crimes, comme par exemple le meurtre, tuer quelqu'un, etc., comme crime, comme le meurtre, par exemple, la peine et la sentence ne s'appliquent sur le meurtrier que si 2 témoins témoignent de la scène. Si 2 témoins ont témoigné de la scène, ici c'est suffisant pour appliquer la peine. C'est suffisant pour le gouverneur d'appliquer la peine sur le meurtrier, 2 témoins. Tandis que pour ce qui est de la fornication, ici ça c'est des honneurs qui sont en jeu. C'est des honneurs. Et ici la législation prend ses précautions, parce que c'est les honneurs ici qui sont en jeu. Donc ici il faut 4 témoins pour appliquer la sentence et dire que c'est un fornicateur ou une fornicatrice. 4 témoins. S'il en manque un, il n'y en a que 3, on ne peut pas appeler la personne fornicateur ou fornicatrice et on ne peut pas aussi lui appliquer la peine. Tandis que le meurtrier, par exemple, quelqu'un qui tue quelqu'un, s'il suffit que 2 témoins
étaient présentes et ont assisté à la scène, ici on applique la peine. Donc on voit que la législation ici prend ses précautions et la sécurité dans ces affaires-là, tout ce qui est en rapport avec les relations, avec les honneurs, les sexes, etc. Donc ça c'est pour ce qui était de la demande par rapport au tuteur quand il dit je te marie ma fille. Donc ici on a dit en résumé qu'il faut être clair par rapport à ça. Soit on dit je te marie ma fille pour que ce soit valide, un tel, ou bien un autre terme ou une autre formule mais qui porte pas, qui n'a pas d'ambiguïté, qui a le même sens que le mariage. Tandis que l'acceptation, l'affaire est plus large que la demande. Il est valide de dire pour le prétendant, ou l'époux, il dit par exemple je me marie avec elle, ou bien il dit j'accepte, ou bien il dit je suis d'accord. Là ici c'est plus large que la demande. Et Cheikh Suleiman il dit, et les savants sont tous d'avis que la demande et l'acceptation doivent être faites dans l'assise du contrat de mariage. C'est obligatoire ça, que la demande et l'acceptation soient faites dans la même assise du contrat de mariage. Par exemple, s'ils se séparent avant l'acceptation, s'ils se séparent, c'est-à-dire le tuteur et le prétendant, avant l'acceptation du prétendant, ils se séparent de l'assise, le contrat n'est pas valide, le mariage n'est pas valide. Par exemple, le tuteur, il dit au prétendant, il dit je te marie ma fille à tel. Et le prétendant, il se tait. Il se tait. Donc le tuteur, il se lève. Par exemple, il se lève avant que le prétendant réponde. Il se lève, sort de l'assise, puis revient. Ici, il doit recommencer la formule de demande. Pourquoi? Parce qu'on a dit que pour que ce soit valide, le mariage soit valide, il faut obligatoirement que la demande et l'acceptation soient faites dans la même assise. Et ici, le tuteur a dit je te marie ma fille, a demandé je te marie ma fille. Et le prétendant n'a pas répondu. Et entre-temps, il s'est levé, il est sorti de l'assise, le tuteur est revenu. Donc ici, c'est pas valide. Si après le prétendant dit j'accepte, après que le tuteur soit levé, sorti et revenu. Pourquoi? Parce que parmi les conditions, pour que ce soit valide, il faut que l'acceptation à la demande soit faite dans une même assise. Et après, il y a une autre question aussi, le chéri ramène par rapport à ça. Aussi, pour que ça soit valide, pour que le contrat de mariage soit valide, il faut que faut que la demande et l'acceptation soient faites dans la même assise et qu'il n'y ait pas de préoccupation entre la demande entre la demande et l'acceptation. Il ne faut pas qu'il y ait de préoccupation. Par exemple, le tuteur, il dit je te marie ma fille à tel, il dit au prétendant. Après, le prétendant, au lieu de répondre directement, il parle d'autre chose, par exemple, qui n'a rien à voir avec le mariage. Il parle avec la personne qui est à côté, il parle par exemple, de vente. Il te dit, moi je vais acheter ta voiture, tu me la vends combien, etc. Je te l'achète pour tant. Et il commence à négocier. Après que le tuteur a dit, je te marie ma fille un tel. Ici, il y a eu une interruption. Ils se sont préoccupés d'autre chose que le mariage. Là, il parle de la vente, il parle d'autre chose. Puis après, 10 minutes, un quart d'heure après, le prétendant, il dit, j'accepte. Après qu'il ait parlé de vente et des choses qui n'ont rien à voir avec le mariage. Ici, le mariage n'est pas valide. Il doit recommencer la formule et l'acceptation. Et la demande et l'acceptation, ils doivent recommencer. À partir du moment où ils se sont préoccupés, il y a eu une préoccupation entre la demande et l'acceptation, une préoccupation autre que le mariage. Ils ont parlé de vente, ils ont parlé de, je sais pas moi, de n'importe quoi, autre que le mariage. Et si par exemple, le tuteur il dit je te donne ma fille, ouais, voilà, il dit je te vends ma fille, je te marie ma fille, je te marie ma fille un tel, et qu'après le prétendant ne répond pas directement, il dit pas j'accepte directement ou je suis d'accord. Il parle de quelque chose qui est en rapport avec le mariage. Ici, il n'y a pas de mal.
Et après, quelques minutes après, il dit j'accepte. Là, c'est accepté et le contrat de mariage est valide. Donc après, le shir commence à parler des conditions. Là, on a vu les piliers qui sont l'époux, l'épouse, la présence de l'époux et de l'épouse. Il n'y a pas de mariage sans époux et épouse. Il faut bien qu'il y ait un époux et une épouse pour qu'il y ait un mariage. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est la demande et l'acceptation. On a vu comment elle fait la demande et l'acceptation pour qu'elle soit validée, pour que le contrat soit valide. Donc là, on a fini avec les piliers. Le shir a fini avec les piliers du mariage. Il va passer aux conditions du mariage. Quelles sont les conditions pour que le mariage soit valide? On va voir au prochain cours, Inch'Allah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.